Ce livre m'a complètement anéanti. Je suis encore sous le choc. On parle du meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Et ce n'est pas juste une histoire, c'est une plongée dans la psychologie d'un bonheur forcé. Le mot qui me vient, c'est glaçant. On nous présente un personnage, John, qu'on appelle le sauvage. Et on ne commence pas au début, tranquillement. On est jeté directement dans une société où la naissance naturelle, c'est une monstruosité, où le mot famille est une obscénité. C'est le paradoxe ultime, en fait. Un monde parfait que tout le monde devrait adorer. Et un homme se bat de toutes ses forces pour le fuir. C'est à peine imaginable. Un monde sans maladie, sans vieillesse, sans tristesse. Mais le prix à payer pour ça, c'est de sacrifier tout ce qui nous rend humains. Pour comprendre le choc de John, il faut d'abord décrire ce monde. Imaginez, Déjà, la base. Chaque personne en est fabriquée. c'est ça. Dans des laboratoires, des centres d'incubation, les fœtus grandissent dans des flacons. Et dès la conception, on décide de tout ton avenir. Exactement. C'est un système de caste ultra rigide. Au sommet, il y a les alphas, l'élite. Intelligente, belle. Et tout en bas, Tout en bas, les epsilon, conçus pour les tâches les plus simples. On les rend petits et laids en leur mettant des doses d'alcool dans leur sang artificiel. c'est monstrueux. Et le plus fou, c'est que tout le monde est heureux de sa place. Comment c'est possible? Un epsilon est conditionné à aimer être un epsilon. Le truc, c'est l'hypnopédie. L'apprentissage pendant le sommeil? Voilà, des slogans répétés en boucle, nuit après nuit. La devise de cet état mondial, c'est communauté, identité, stabilité. Il n'y a plus de parents, plus d'amour passionnel. Ces émotions sont vues comme dangereuses. Une source de chaos, tu vois? Et cette règle, chacun appartient à tous les autres. Ça veut dire que la liberté sexuelle n'est pas un choix, c'est une obligation sociale pour éviter tout attachement. D'accord, mais comment on maintient une telle stabilité? Comment on s'assure que personne jamais ne remet le système en question? Ah, c'est là qu'intervient leur arme secrète. Une drogue, Une drogue parfaite, le soma. distribuée à tout le monde? Oui, et elle efface toute anxiété, toute tristesse, sans aucun effet secondaire. Une petite pilule pour un congé de réalité. C'est donc ça l'outil de contrôle ultime. C'est le christianisme sans les larmes, comme le dit un des dirigeants. Toute émotion négative est immédiatement neutralisée. Et dans les adaptations plus modernes, ce contrôle est même incarné par une intelligence artificielle, Amos. Oui, Amos, qui surveille tout et tout le monde et qui corrige les comportements jugés antisociaux en temps réel. C'est terrifiant. Du coup, il n'y a pas d'art, pas de littérature, pas de religion. Rien de tout ça. Le seul dieu, c'est Henry Ford, le pionnier de la production de masse. Et la consommation est un devoir. Jeter, c'est progresser. Voilà le genre de slogan qu'on leur apprend. Mais même dans un monde aussi parfait, il doit y avoir des failles, non? Des erreurs de fabrication? Bien sûr, c'est là qu'entre en scène Bernard Marx. Il est un alpha plus, Il devrait être au sommet. il devrait, mais il est différent, trop petit, trop chétif. La rumeur dit qu'on a mis de l'alcool dans son flacon par erreur. C'est ça. Du coup, il se sent seul. Il déteste le soma, il préfère être lui-même et triste plutôt que faux et heureux. Et il a un ami, Helmholtz Watson, Lui, c'est son contraire. Physiquement, il est parfait, c'est l'alpha exemplaire. mais il ressent un vide. Exactement. Il sent qu'il lui manque quelque chose à écrire, quelque chose de plus intense, de plus vrai. Et c'est Bernard qui va tout déclencher. Oui, pour impressionner une jeune femme, Lenina Crown, il l'emmène en voyage, Pas n'importe où. non, dans une réserve à sauvages au Nouveau-Mexique. Un des rares endroits où les gens vivent encore à l'ancienne. Et pour Lénina, c'est un cauchemar absolu. La saleté, la vieillesse, la maladie. Elle voit une mère allaiter son enfant et elle est horrifiée. Pour Bernard, en revanche, c'est fascinant. Et c'est là qu'il le trouve. Un jeune homme blond aux yeux bleus qui vit parmi les natifs. John. John. Et il n'est pas né dans la réserve. Ah non. Sa mère, Linda, vient du monde civilisé. Elle s'est perdue là-bas des années plus tôt, enceinte du chef de Bernard. La honte l'a empêché de remire. Tout à fait. Du coup, John a grandi entre deux mondes. Sa mère lui a appris à lire, elle lui a raconté des histoires de ce monde parfait. Mais sa seule lecture, c'était un vieux livre. Les œuvres complètes de Shakespeare. C'est fou. Il pense en vers, il rêve d'amour et de tragédie. Et Bernard, lui, il y voit une opportunité en or. Ah oui, il ramène John et sa mère à Londres. Et là, c'est une bombe. Un fils, Un père, le directeur est humilié, il démissionne. et Bernard devient une célébrité. John, au début, est émerveillé. Il cite Shakespeare, n'est-ce pas? Oui,
Oh, brave new world that has such people in it. Ô merveilleux nouveau monde qui contient de pareils habitants. Mais cette fascination, elle se transforme très vite en dégoût. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il est amoureux de Lénina, mais son amour à lui est shakespearien, absolu. Quand elle lui offre son corps, comme le veut la coutume, Il la traite de courtisane impudente. il est horrifié. Il ne comprend pas ce monde sans passion, sans douleur, sans âme. Il n'est plus qu'une attraction de foire. Et puis, il y a la mort de sa mère. Linda meurt dans un hôpital, entourée d'enfants qui sont conditionnés à ne rien ressentir face à la mort. C'est la goutte d'eau. Dans un geste de rébellion pure, il se précipite sur la distribution de Soma et il jette les rations par la fenêtre en criant aux travailleurs de se libérer de ce poison. Il est arrêté, évidemment, avec Bernard et Helmholtz. Et il se retrouve face à l'administrateur mondial, Mustapha Meignet. Et c'est là que le livre pose la question la plus terrifiante. Oui, parce que Meignet ne le punit pas, il débat avec lui. Il lui demande de choisir, Choisir entre le confort, la sécurité, un bonheur sans fin, ou la liberté. la liberté d'être malheureux, de croire en Dieu, de connaître la poésie, le danger, le péché, la souffrance. Et que répond John Fudge? Il revendique le droit d'être malheureux. Mais dans un monde qui a éliminé cette possibilité, que peut faire un seul homme qui se souvient de ce que les autres ont été forcés d'oublier? Comment sa révolte peut-elle se terminer? Est-ce qu'il est seulement possible de s'échapper? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.